Merci beaucoup. On a beaucoup parlé de technologie, de tout un tas de choses. Juste une présentation rapide. Je suis chirurgien orthopédiste. Je ne fais que de la chirurgie du genou et mon côté aventurier fait que je ne fais que de la chirurgie ambulatoire, y compris pour les prothèses. Ça fait 5 ans que je n'ai jamais hospitalisé un patient. Donc autant vous dire que quand le patient il n'est plus hospitalisé, il est loin, on a besoin de savoir justement et de le surveiller parce qu'on est angoissé. Et c'est pour ça que dans une autre vie, j'ai cofondé une start-up qui fait de la surveillance et de la collecte de données de patients en vie réelle. Et c'est le en vie réelle qui, pour moi, est le plus important. Parce que si on revient aux ISO, moi, je n'ai pas envie que mon patient il ait une ISO. Et le patient, il n'a pas envie d'avoir une ISO non plus. Par contre, celui qui a le plus intérêt à ne pas avoir d'ISO, c'est le patient, plus que moi. Parce que moi, si j'ai une ISO chez un de mes patients, ça ne va pas être agréable, ça ne va pas changer ma vie tant que ça. Alors que le patient, ça va profondément impacter sa vie. Et c'est pour ça qu'au milieu de toute cette technologie dont on a parlé, de tous les outils, je me demande si l'innovation de demain, ce n'est pas l'humain. Dans le sens où on a parlé beaucoup de GHS, de PMSI, de machin. Mais finalement, est-ce qu'on a besoin de données? Et curieusement, en médecine, on est un des domaines où on en a le moins et où tous les autres domaines de la société, ils sont criblés de données. Nous, on n'en a pas. Mais on n'en a pas parce qu'on ne va pas les chercher, tout simplement. Et est-ce que le fait d'aller les chercher dans le PMSI ou dans tout ça, c'est plus pertinent que d'aller les chercher chez le patient lui-même? Moi, j'ai la faiblesse de penser que c'est le patient qui doit nous donner la donnée plutôt que le reste. Et quand on parle également d'outils numériques, ces outils numériques, ils ont un intérêt que s'ils sont utilisés. Et il faut passer l'aspect gadget. Moi, j'ai une montre qui me donne mes SMS, qui fait soi-disant plein de choses, mais je regarde surtout mes SMS. Et finalement, je ne vais pas au profond de cet outil. Et il y a plein d'outils, et quand on a parlé de qui utilise des applications, il n'y a pas eu beaucoup de doigts qui se sont levés. Et pourtant, il y en a plein des applications, mais finalement, on les utilise peu. Et donc, les applications, elles sont utiles si elles sont utilisées, mais si avant tout, elles sont utilisées par les patients, et que nous, professionnels de santé, derrière, on récupère ces données pour en faire des choses. Et c'est pour moi ce qui résume la chose, en sachant qu'effectivement, par rapport aux ISO, ça coûte très cher à la société, ça coûte très cher aux patients. Et au-delà de la détection, c'est bien de vouloir détecter des ISO, mais quand on les a détectées, c'est trop tard, elles sont déjà là. Et donc l'idée, c'est que grâce aux données préopératoires du patient, je parle bien de préopératoire du patient, on construise des modèles prédictifs pour savoir si le patient il va s'infecter ou pas. Alors bien sûr, ça ne va pas que dépendre de lui et pas forcément que des questions qu'on va lui poser, ça va dépendre aussi du fait si on se lave les mains ou si on ouvre la porte, bien évidemment. Mais ça, à la rigueur, c'est facile à régler, le lavage des mains et l'ouverture de porte. Par contre, savoir... Si. C'est facile à régler parce que ce sont des causes connues. Par contre, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Et nous, avec l'application, enfin la plateforme web qu'on utilise auprès des patients, par rapport à l'observance et la réponse des patients, on a 90% de taux de réponse de nos patients, des dossiers complets. Donc le patient, si on intègre ces outils et ces façons de faire dans le protocole thérapeutique, ils répondent. Mais on a réussi, par exemple, sur la satisfaction du résultat, à avoir un taux de prédiction de 85%. C'est-à-dire, avant l'opération, on peut savoir à 85% si le patient va aller bien ou non. Et je pense que le défi de demain, c'est par rapport aux ISO, justement, essayer de trouver des indicateurs qui pourraient nous dire si on va avoir des ISO ou pas. Voilà, c'était un petit préambule par rapport à ça. J'avais noté une ou deux questions, puis après je laisserai la question. Je ne retrouve plus la question. Oui, c'était pour madame, par rapport... En fait, dans ce que j'ai compris, vous avez fait un registre. Oui, mais on a fait mieux qu'un registre, on a fait une cohorte automatisée, c'est-à-dire sans les écueils du registre, les erreurs humaines, la quantité de travail humain, manuel, de recopiage, de prendre des infos qui existent déjà et les remettre dans un registre en fait. Mais c'est le principe d'avoir un registre, sauf qu'il sera, là c'était rétrospectif, on est d'accord, mais qu'il pourra être dynamique et en temps réel ou quasi réel. Mais sans données cliniques du patient. Ah ben, si, il faut. Là, on a commencé par la première brique, on a pris les infos qui nous semblaient importantes, on voulait connaître les dispositifs médicaux, mais derrière, c'est effectivement le but suivant, c'est de mettre les données microbio, et là, on a les données cliniques du compte-rendu opératoire. Mais oui, c'est effectivement compliqué d'extraire les données textuelles. Et alors, j'ai bien compris l'aspect d'aller chercher dans les comptes rendus opératoires.
pourquoi pas avoir pensé au système inverse, c'est-à-dire de faire un compte-rendu opératoire type et de demander au chirurgien de remplir ce compte-rendu opératoire type, ce qui serait quand même plus simple que d'aller chercher des outils compliqués qui ne vont pas forcément en plus être complètement exhaustifs. C'est finalement exactement ce qu'on a fait. Mais si j'étais arrivée, même si je m'entends super bien avec mes chirurgiens et que j'étais avec Philippe Rosset, qui a une certaine connaissance du terrain du Grand Ouest, si on était arrivé en disant « vous allez changer votre trame de compte-rendu opératoire parce que ça sera plus pratique pour la surveillance », Vous voulez voilà. dire que les chirurgiens sont des gens compliqués? Non, j'aurais fait pareil qu'eux si j'avais été à leur place. Donc on est parti du principe, on est parti de ce qu'il y avait et de la qualité qu'il y avait. Et je vous ai montré des résultats intermédiaires et on a été financé par le GIRC sur une démarche qualité. Et donc sur les 2 ans, au fur et à mesure, on a amélioré l'outil et avec eux, ils ont eu la même conclusion que vous au bout de quelques mois. Bon, les gars, on fait une trame commune qui correspond et maintenant on est quasi à 100% de performance grâce à ça. Mais on est parti. Ça a été finalement à leur demande. Merci. Alors on va lancer peut-être dans la salle des questions, si vous en avez, sur ces aspects assez techniques en apparence, mais pourtant extrêmement importants. Vous comprenez bien qu'on est en train de changer de monde. Hubert. Oui, alors merci beaucoup pour toutes ces interventions, parce que c'est quand même ça va devenir le cœur de notre activité. Mais c'est vrai que il n'y aura pas de données de qualité s'il n'y a pas, et donc il n'y aura pas de souveraineté, il n'y aura pas d'intelligence artificielle si on n'a pas des données de qualité et si en pratique on n'a pas de compte-rendu opératoire systématisé. Je pense que les sociétés savantes ont de ce point de vue une grosse responsabilité. Les sociétés savantes n'ont pas toujours beaucoup d'argent, et donc il y a un sujet aussi là. Et il y a aussi également un sujet sur le remplissage. Il y a des procédés techniques, mais il faut que les chirurgiens puissent en disposer, en tout cas que les blocs opératoires en disposent, et qu'ils aient une petite carotte. Alors, en 2006, a été créée la culture de la gestion du risque. C'est là où on a découvert les accidents d'avion, tous ces trucs, là, qui étaient d'ailleurs passionnants. Comment ? Non, je disais qu'on a découvert en 2006 la culture de gestion du risque, où on a découvert donc tous ces pilotes d'avion qui nous expliquaient qu'ils étaient très observés, il y avait les boîtes noires, enfin, tout ça. Et donc on a du coup introduit cette culture du risque. Et il y avait une carotte, il y avait en particulier une carotte pour les chirurgiens libéraux. Et je pense qu'il faut concevoir que maintenant nous allons rentrer dans une culture de la gestion des data. Et tout ce que vous faites là, tout ce que vous nous avez montré, ça va être très important pour nous. Et je pense en particulier pour les résultats de ce qu'on fait contre l'infection du site opératoire, mais également l'accès à la validation des nouveaux actes et la validation des nouveaux dispositifs médicaux. Parce qu'il y a un vrai sujet là-dessus pour les industriels français et pour les chirurgiens français. Merci, je crois qu'il y a une autre question. Bonjour, Christine Grappin-Dagorneau, je suis chirurgien pédiatre. Pour ce qui concerne les comptes rendus types, moi je pense que c'est absolument indispensable dans toutes les spécialités. Et je pense que si on informe suffisamment les chirurgiens et si on leur démontre l'utilité, ce que vous venez d'ailleurs tous de faire très brillamment, si on veut collecter des datas à grande échelle, on ne va pas collecter des comptes rendus opératoires qui sont faits de façon littéraire. Bon, c'est absolument évident. Dans chaque intervention, il y a des points très importants et puis d'autres, qui le sont moins. Et puis si on veut, il faut qu'il y ait une colonne ou un endroit où on peut rajouter ses états d'âme, ce qui est aussi en général important. Mais savoir les points importants pour chaque intervention, il faut simplement que ce soit marqué pour tous les comptes rendus opératoires. Ça, je pense que c'est une absolue nécessité. Juste pour compléter sur un point, mais ça va illustrer à peu près la même chose. Quand on a développé le DPI, toutes les spécialités voulaient leur formulaire adapté, tout ça. Et quand j'ai été coordinateur qualité gestion des risques, j'ai posé la question à l'informatique de savoir combien de formulaires n'étaient pas utilisés. Donc, j'ai découvert qu'il y avait plus de 870 formulaires qui n'avaient jamais été utilisés. Donc on a quand même passé du temps à créer tous ces formulaires, et au final je crois qu'il y en a 1100 ou quelque chose comme ça sur la totalité. Donc ce qui veut dire qu'en gros les 2 tiers du temps qu'on a passé pour essayer de faire des trucs
de haute couture, j'aurais tendance à dire, par spécialité, finalement sont quasiment inutilisés. D'où l'intérêt quand même finalement de standardiser, parce qu'in fine, finalement, on y arrive, quoi. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on repart dans ces écueils systématiquement, quoi. Mais juste pour compléter, excusez-moi, effectivement, il faut qu'il y ait une carotte derrière. Et donc là, l'outil en orthopédie, ils auront leur rapport d'activité de leur opération, même au quotidien, en dehors du suivi des ISO d'une part. Et un autre exemple, en cardiologie, oui. Ah oui, mais en cardiologie, c'est pour ça qu'il faut aussi un bâton. Voilà, oui, c'est ça. En cardiologie, en plus, ils ont fait, je ne sais pas si vous connaissez France PCI, donc pour la choro interventionnelle sur l'infarct, ils ont créé vraiment le logiciel, qui est leur logiciel métier qui s'adapte à tous les DPI de France et de Navarre. Ils remplissent là-dedans, ça va à la fois dans le DPI, à la fois dans leur registre national. Ils ont toutes les données et pour la recherche et tout part d'un formulaire standardisé avec plus de 100 variables. Et c'est mieux qu'un registre parce que c'est la vraie vie de leur prise en charge. Il y a une question là-haut, Patrick. Une question pour Monsieur Benach Kassem. C'est une question basique. Le problème est le contact avec le patient. Le patient va prendre des photos. Souvent, on a des photos complètement surréalistes, qui sont très difficiles à interpréter. Et je suppose que quelle que soit l'IA, elle va se poser quelques questions et peut-être avoir des réponses inadaptées. Est-ce que vous vous confrontez à ce problème? Oui, alors, on a tous été confrontés à ce problème. Je crois que je suis un peu fort, non? On a tous été confrontés à ce problème, notamment quand vous prenez en photo votre pièce d'identité pour des dossiers informatisés maintenant. En fait, on va vous faire un retour, on va vous dire bah, c'est pas bon, il faut la reprendre, c'est embêtant, on est tous frustrés, on est obligé de le faire. Donc c'est un peu l'idée derrière, mais de toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, pour la plupart des applications, il est fortement recommandé de toute façon que ce soit un professionnel qui prenne la photo. Donc c'est pour ça que j'insistais sur le fait que la plupart des applications que je vous ai présentées, elles sont d'abord proposées aux infirmières à domicile et aux équipes de HAD, avant tout. Si effectivement il y a, notamment pour la deuxième application que je vous ai présentée, une possibilité pour que le patient télécharge l'application et l'utilise sur son mobile, c'est possible de prendre des photos, mais c'est pareil, en fait il y aura un message d'erreur qui signalera que la photo est trop mauvaise. Alors effectivement, je connais ce problème, parce qu'à chaque fois que je demande à ma mère de m'envoyer un document photographié, c'est terrible. Donc je comprends que l'IA effectivement soit frustrée, ne puisse pas, en tout cas, exploiter l'image qui est envoyée. Et donc effectivement, ce sera des messages d'erreur qui pouvaient être ciblés. Hein. Rapprochez-vous, c'est un peu vraiment comme vous avez pu le faire avec une pièce d'identité. Hein. Rapprochez-vous, ou prenez une photo plus claire ou dans un endroit moins sombre. Et voilà, c'est des petites informations comme ça. Mais effectivement, normalement, l'application, de toute façon, ne va pas, si elle doit analyser une photo, ne va pas analyser une photo qui est mal prise, en théorie. Bien, alors, une question corollaire. Quelle est la place de l'éducation du patient avant la sortie pour les informations qu'on va lui demander par téléphone éventuellement? Ouais, alors, l'éducation vis-à-vis du suivi de la plaie, c'est ça? De ce qui doit être fait? Alors, oui. Effectivement, c'est une autre question. C'est plus de l'ordre de la prévention, justement, de l'ISO et plutôt des compétences de l'équipe médicale qui laisse partir le patient à rentrer chez lui. Ça va dépendre, en fait, encore une fois. Hein, ça va être le patient qui va être soit hospitalisé à domicile ou suivi par l'infirmier. Dans ce cas, si vous voulez, on a un intermédiaire avec le professionnel médical qui va venir, professionnel médical ou paramédical qui va venir à domicile. Et puis, on a le patient qui est vraiment tout seul. Effectivement, là, il faut, pour le coup, que les informations qui sont transmises soient à béton. Vraiment alors il y a beaucoup de démarches qui existent. Hein, il y a des fiches qui sont construites, qui sont proposées à la sortie du patient de l'hôpital. Mais effectivement, ça va pas reposer sur les dispositifs médicaux qui sont mis à disposition aux patients. Mais effectivement, on peut incorporer justement ces messages d'information, notamment dans les messageries conversationnelles, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai courte, je parle beaucoup. Juste pour une petite remarque, l'éducation du patient, c'est pas avant la sortie, c'est avant son admission. Bien, merci. On arrive au terme, là, il nous faut conclure. Alors moi, je dirais 2 mots. Gain de temps. Gagne-t-on du temps avec ces nouveaux systèmes qui utilisent l'information qui existe dans l'hôpital? Et on voit toutes les complexités grâce aux présentations qui ont été faites, mais on espère y arriver. Deuxièmement, implication du chirurgien dans la validation des données, comme ça a été souligné, qualité des données, etc.
Et j'irai troisièmement, comment arriver à poursuivre le patient une fois qu'il est sorti de l'hôpital. Voilà. Et ça, je vous laisse, il y a déjà eu suffisamment de questions là-dessus. Donc merci d'abord à nos intervenants. Je vous demande qu'on les applaudisse à nouveau pour la qualité de leur présentation. Et puis, on se laisse 1 heure de pause déjeuner. On se retrouve au même endroit à 14h pour la reprise de cette rencontre. Merci.